Vous êtes dans l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, en Angola, le nouveau président João Lourenço a prêté serment ce mardi. Des milliers de personnes et une dizaine de chefs d'État étaient présents à la cérémonie Place de l'Indépendance. Le président João Lourenço qui arrive après 38 années de pouvoir du président José Eduardo dos Santos. Et au Tchad, après des mois d'interruption, le dialogue reprend entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement. Dans la deuxième partie de cette émission, l'économie rwandaise qui accuse un léger repli, un ralentissement au deuxième trimestre. Mais pour le gouvernement, la situation devrait se redresser à court terme. Et dans notre Zoom culture et société, gros plan sur l'œuvre et l'héritage d'Edouard Saïdi Tinga Tinga. Edouard Saïdi Tinga Tinga, inventeur du mouvement pictural éponyme. Le Tinga Tinga parti de Dar es Salaam pour se répandre ensuite sur l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Et pour décrypter toute cette actualité sur ce plateau, Touré Bangali, journaliste, bienvenue. Bienvenue, merci pour l'invitation et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Sur ce plateau également, Daouda Tal, notre éditorialiste. Bienvenue Daouda. Merci Zara, c'est un plaisir de vous retrouver et bonsoir à toutes et à tous. Et on commence par l'actualité politique. Il arrive sur le devant de la scène politique. Le nouveau président élu João Lourenço vient d'être investi. Il prend donc les rênes de l'Angola après les 38 années de règne du président José Eduardo dos Santos. Une page se tourne, mais quand même, côté coulisses, l'influence de l'ancien président reste énorme. Patricia Solange-Dubois. C'est désormais officiel à partir de ce mardi 26 septembre. João Lourenço est le nouveau président de l'Angola. Une grande victoire pour son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. À 63 ans, l'ancien ministre de la Défense succède donc à une gouvernance de 38 ans de José Eduardo dos Santos. Un changement dans la continuité pour les Angolais. Un président de la République élu amène tout de nouveau dans la logique des choses. Il ne peut pas rester en arrière en disant « l'ancien président était là, je dois faire la façon comme l'ancien président ». Il faut qu'il amène sa marque de fabrique à lui. Jean-Manuel Gonçalves Loange amènera sa pierre à l'édifice à sa façon, à sa manière. Il mettra son empreinte personnelle. Et c'est cela qui devait être vu, et non dos Santos qui reste dans les coulisses. Plusieurs défis attendent João Lourenço. Au premier rang figure la diversification économique. En effet, le président élu hérite d'un pays en récession économique, notamment à cause de la chute des cours de pétrole, qui fournit à l'Angola 70% de ses recettes fiscales et dont l'inflation ne cesse de croître. Arrêtons de voir que le pétrole se tarira un jour ou l'autre. Et nous avons des ressources énormes, des potentialités énormes au niveau de l'Angola. C'est à nous de prendre tout cela, mettre sur la table et trier les priorités des priorités pour les Angolais. Ça, c'est des avantages qu'on peut avoir. Les avantages de l'économie, c'est d'abord le travail pour les Angolais, les infrastructures pour qu'on puisse partir à gauche, à droite, ramener de la marchandise, faire que l'économie de tout son ensemble puisse fonctionner correctement. Ça, ce sont des liens intrinsèques et extrinsèques qu'on doit créer. Et c'est le moment de le faire. Nous n'avons pas le choix. À la veille du scrutin, João Lourenço a rassuré ses électeurs. Lui seul sera aux commandes du pays. José Eduardo dos Santos va quant à lui conserver la présidence du MPLA, dont le bureau politique reste le principal organe de décision du pays. Touré Bangali, une page se tourne et c'est historique pour l'Angola, mais quel impact quand on voit que c'est finalement le MPLA qui est au pouvoir depuis 1975, qui demeure malgré tout toujours au pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut parler de rupture ou de continuité? Moi, je pense qu'on peut parler de rupture. C'est-à-dire, on a assisté aujourd'hui en Angola à ce qu'on ne croyait pas. Certains ont tablé sur une éventuelle fille de Dos Santos, chose qui ne s'est pas passée. Et deuxièmement, vous savez, en Afrique, quand tout se passe à l'intérieur du parti, donne un résultat plutôt positif. Autant ça crée la rupture, autant ça crée ce qu'on appelle une émulation d'hommes politiques. Parce que en réalité, c'est l'apanage des sociétés occidentales. Nous sommes en France, les hommes y se passent, mais le système reste.
Donc c'est ce qu'on a, pour moi, ce que nous assistons aujourd'hui en Angola est en quelque sorte une victoire de la démocratie, une victoire du fonctionnement du parti d'abord. Et peut-être quelque part la maturité de Dos Santos qui a compris qu'en voulant imposer ses enfants, créer une instabilité dont le pays n'en a pas besoin, vu qu'aujourd'hui la situation économique est critique, on ne peut pas dire catastrophique puisque c'est une crise mondiale, le pétrole. Donc pour moi, on ne peut que saluer ce qui s'est passé dans ce pays. Le président José Eduardo Dos Santos a quand même la réputation d'être un homme assez consensuel, mais il n'en reste pas moins un fidèle tout de même du clan Dos Santos et un fidèle, ceux de la première heure même. Est-ce que ce n'est pas qu'un simple changement de tête au sommet de l'exécutif, Daouda? Oui, je crois que je vais être moins optimiste que mon camarade Bengali parce que tout simplement, on ne peut pas véritablement parler d'alternance ici. Moi, je salue en Afrique quand il y a une alternance politique, c'est-à-dire un vrai changement, un air de changement. Là, aujourd'hui, la situation est celle-ci. Nous avons un président qui a régné à la tête du pays pendant 38 ans et à la suite de ça, malade, ne pouvant plus continuer d'exercer le pouvoir, il passe le témoin à quelqu'un du parti qui aussi a un passé militant, rappelons-le, parce qu'il s'occupait de l'aile politique à l'époque du mouvement armé qui a conduit à l'indépendance, d'où est né le MPLA, justement. Et donc, à un moment donné, vice-président également du parti. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il pouvait mettre sa fille comme ça parce qu'elle n'a pas, malgré tous ceux qui pensaient ça, parce que sa fille, justement, Isabel Dos Santos, n'a pas tout à fait le même passé militant qu'a aujourd'hui Joao Lourenço. Après, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui me fait dire que ce n'est pas véritablement une alternance, c'est que rappelons quand même la loi qui est passée juste avant l'élection, qui, en quelque sorte, tient les mains du futur président en termes de nomination pour tout ce qui est commandement militaire, etc. Et je rappellerai aussi qu'avant que Dos Santos parte, il a essayé de se protéger pour ne pas être poursuivi par rapport à tout ce qu'il aurait fait pendant son règne. Je peux comprendre qu'un président soit protégé à la suite de son départ, pour des faits de gouvernance simplement classiques, mais pas pour des faits de corruption, par exemple, ou des crimes. Là, évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas pour Eduardo Dos Santos, mais en tous les cas, c'est une bonne chose, et je le dis, c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même un changement à la tête de la présidence de ce pays. Cependant, le changement aurait été plus complet, je terminerai là-dessus, si le président avait un boulevard tout à fait libre et s'il était totalement autonome pour redresser le pays dans la continuité avec l'héritage de Dos Santos, parce que tout n'est pas mauvais, bien entendu. On va en parler dans quelques instants. Mais avec les mains libres. Oui, mais Daouda, je pense qu'il faudra faire beaucoup attention. Lorsque une personne gère pour moins de 38 ans une nation, il est très difficile de loger. Prenez l'exemple sur des pays comme le Burkina. Après un long règne, ce qui est intéressant pour nos nations, et ça, ce n'est pas pour l'Angola, mais ce qui est intéressant pour nos pays africains, quel que soit le parti, qui a régné longuement dans le pays, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que l'émergence d'une nouvelle tête. C'est vrai, Lourenço, c'est une vieille de la vieille, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui connaît très bien le parti, mais vous ne pouvez pas me dire que cela son ascension ne va pas permettre au pays de... Est-ce que le mot rupture est le meilleur terme pour désigner le régime qui succède à rupture, pourquoi du président Dos Santos? En fait, le problème de rupture, il faudra bien le comprendre. On veut la rupture pourquoi? La rupture, c'est pourquoi? C'est pour changer de régime. Et mieux gérer, justement, mieux gouverner, etc. Nous allons en parler. Quel est le bilan du président? Voilà, si le bilan est négatif, il appartient au peuple de se déterminer. Si le bilan est positif, il appartient au peuple. Vous savez, il faut faire beaucoup attention. On a vu l'élection en Allemagne. Ça fait combien d'années Merkel est là?
Oui, mais là, je pense quand même qu'on voilà, il faut compare des situations il faudra différentes. faire beaucoup attention. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que c'est un tout autre espace à la fois il y a- géographique avec une toute autre réalité aussi. Il y a deux situations Ce n'est pas différentes. du tout applicable à l'Angola. Mais vous voulez aussi qu'il y ait une alternance qui va dans le mauvais sens? Non, Parce que c'est un choix à l'inconnu. De toutes les façons, Non, une là, la alternance. question, c'est juste de savoir, est-ce qu'il s'agit d'une rupture ou bien d'une continuité? Non, on va vous dire que Puisque c'est... le MPLA succède finalement au MPLA. Moi, je pense que qui est là c'est une depuis rupture en 1975. matière de gouvernance. Vous verrez. Bah, justement, je pense que c'est une rupture, quelle que soit la personne qui vient. Vous avez cité un certain nombre de garanties que le président Dos Santos a mises en place. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi. C'est plus que des garanties, c'est-à-dire que le président actuel, João Lourenço, n'a pas les mains libres pour nommer le commandement, par exemple, au niveau de la défense ou le commandement militaire, tout simplement. Ces gens qui sont là vont rester quelques années encore sans que le président puisse exercer son pouvoir de nomination. C'est une transition douce. Touré Bangali, et même s'il se donnait, je parle du président João Lourenço, même s'il se donnait pour mission de rompre avec le précédent régime, il y a quand même l'influence. Justement, tout à l'heure, vous parliez de la fille de l'ancien président Dos Santos, la fille donc, qui est Isabelle, qui dirige la compagnie nationale pétrolière, qui apporte 70% tout de même des recettes budgétaires à l'État. Il y a aussi le fils Dos Santos, qui dirige un fonds souverain en vue de développer l'Angola. Donc, même s'il voulait mener, en tout cas effectuer une véritable rupture, il y a ces deux personnalités-là qui restent là. Moi, je pense que l'avenir nous le dira. Parce que c'est très complexe, la gestion d'un pays, et venir prendre l'héritage de quelqu'un qui... Dos Santos, ce n'est pas un président qui est venu au pouvoir, c'est un président qui est sorti du maquis, qui a connu des années de combat, de guerre civile avec Savimbi. L'héritage est lourd. Mais l'idée même d'accepter qu'il y ait une autre personne, pour moi, me suffit. Parce que, quels que soient ses enfants, quelle que soit l'influence que la famille de Santos peut avoir sur sa gouvernance, mais vous verrez, le pouvoir a toujours ce mystère qui nous permet de nous départir. On ne sait jamais, on ne va pas souhaiter tel. De toutes les façons, tout le monde sait que Dos Santos il s'est retiré parce qu'il était fatigué. Et je pense qu'à un moment donné, lui-même, il se dira stop, allez-y voir le président. Et c'est là la rupture, on peut parler de rupture totale. Et c'est là aussi on ne peut pas parier. Parce qu'on ne pourra pas parier sur la façon dont il va gérer le pays. C'est très incertain. Non, mais je pense justement que le problème, c'est que ce parti, le MPLA, doit être rénové. Vous savez, les pays lusophones en Afrique sont marqués par un parcours guerrier. Pour la plupart du temps, c'est le cas de la Guinée-Bissau, par exemple, avec le PAIGC, qui a du mal aussi à se rénover. Marxiste-léniniste. Et du coup, c'est ces barons qui tiennent encore le parti et qui sont encore dans cette idéologie de lutte pour les indépendances. Tout à leur honneur, il faut les féliciter pour avoir combattu les armes à la main pour accéder à l'indépendance. Mais aujourd'hui, le véritable combat qui est valable, c'est le combat du développement. Et le combat du développement, je suis désolé de le dire, mais Eduardo Dos Santos, quand on voit aujourd'hui 70% des recettes budgétaires sont issues du pétrole, vous le rappeliez, Zahra, la fille de l'ex-président est quand même identifiée comme étant la femme la plus riche d'Afrique par le magazine Forbes. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de mélanges entre famille et pouvoir qui étaient là. Oui, il faut rénover. Je termine là-dessus. Oui, mais je vous comprends. Je vais juste terminer là-dessus. Il faut terminer. Oui. Voilà, il faut rénover, c'est-à-dire passer d'une gouvernance des partis politiques de lutte pour les indépendances à une gouvernance pour le développement. Et pour ça, moi, la seule chose que je dis, c'est qu'il faudrait que João Lourenço, le nouveau président, qu'il ait les mains libres. Il faut que tous les barons du MPLA qui sont derrière, y compris l'ex-président qui est encore présent, qui va garder la main sur le parti jusqu'en 2022. Exactement, qu'il faut qu'il le laisse dérouler, rentrer dans la modernité, diversifier l'économie angolaise, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits par l'ancien président. Oui, vous savez, vous avez bien fait de rappeler le cas de la Guinée-Bissau. C'est-à-dire ce clivage entre le président et le parti. C'est pour ça que je vous dis, l'équation est très complexe. Personne ne peut, dans les pays lusophones, surtout prédire l'avenir. Autant le président peut être quelqu'un qui tient le parti, autant le parti peut être vraiment le rempart. Parce que, comme je te dis, le souci principal de ces pays, c'est la guerre. Ils vont toujours mettre en avant la paix sociale. Et avec une histoire liée à une lutte
acharné de maquisards. C'est très difficile. C'est très très difficile dans ces pays que quelqu'un puisse s'affirmer sans tenir compte aussi. On est en 2017 et qu'il faut y arriver à passer à des objectifs de développement. C'est les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Une dernière question sur la personnalité du nouveau président. En plus de ses fonctions de chef de l'État, on sait que l'ex-président était également président du parti au pouvoir, dirigeant du gouvernement, commandant de l'armée et de la police. Il intervenait également dans la nomination des juges. Est-ce que la personnalité du nouveau président, qui est João Lourenço, laisse présager une telle omniprésence dans les affaires de l'État? Non, personne ne pourra jouer ce rôle comme Santos, non. Ça, non, parce que déjà lui-même, l'ancien président ne le laissera pas personnellement. Même pas, attends Daouda, même si ce n'était pas son parti qui était au pouvoir, il est très difficile qu'il y ait un autre personnage. C'est comme si Savimbi était au pouvoir et qu'après Savimbi, quelqu'un puisse jouer ce rôle. Aujourd'hui, l'UNITA n'existe pas, malgré l'effort de ses enfants. Ce sont des... Vous savez, l'Afrique a connu à un moment donné vraiment des dirigeants dignes, c'est-à-dire des dirigeants forts. C'est comme si vous me disiez, est-ce que Kabila peut remplacer Mobutu? Non, personne ne pourra jouer ce rôle, même pas Lourenço. Ce que Santos a joué dans ce pays, personne ne pourra le remplacer. Personne n'aura cette même mise sur tout l'appareil de l'État. Déjà, vous-même, vous venez de dire que... Le contexte n'est pas le même. Oui, le contexte... Non, ce n'est pas question de contexte, c'est l'héritage qui détermine ça. Le contexte n'est pas le même, étant donné que, de toute façon, aujourd'hui, il y a d'autres hommes qu'il faut mettre en avant, tout simplement. Et je pense que le nouveau président va pouvoir progressivement s'affirmer, et il faut souhaiter juste que cela ne crée pas une crise au sein même du parti, parce qu'aujourd'hui on a un parti-État, une forme de parti-État. Vous le rappeliez, l'un des mérites quand même de Eduardo dos Santos, vous le rappeliez, le cas de Jonas Savimbi, c'est d'avoir mis fin à la guerre civile en 2002. Ça c'est quand même, depuis là, avec le pétrole et tout, l'Angola s'est redynamisé, etc. Mais il y a encore un mal-gouvernance qui est là, qu'il faut combattre, diversifier l'économie. L'Angola ne peut plus se permettre de se baser que sur le pétrole. Et dernière chose, c'est que c'est quand même un pays qui a une chance, vu sa démographie, vu le fait que ses richesses, tout simplement. Moi, il y a une anecdote, le président portugais, donc l'ancienne puissance coloniale, qui disait aux Portugais, s'il y a la crise, allez émigrer en Angola. C'est le signe que là, avec un dirigeant qui travaille effectivement, ce pays peut vraiment décoller très bien. Autre actualité au Tchad, après des mois d'interruption des pourparlers, les syndicats de la fonction publique acceptent finalement de reprendre le dialogue avec le gouvernement. Les deux côtés qui planchent actuellement sur des mesures de sortie de crise à la fois économique et sociale. C'est un reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement et les centrales syndicales ont signé cette semaine un protocole d'accord pour la reprise du dialogue suspendu depuis le mois de juillet 2017. Les autorités et les organisations syndicales, sous la supervision du Comité national du dialogue social, ont repris les discussions en vue de trouver une issue à la crise socio-économique que traverse le pays. Une initiative saluée à l'unanimité par la majorité présidentielle et les partenaires sociaux. Les Tchadiens, de plus en plus, ont compris que le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les deux parties. Parce que le gouvernement ne veut pas le malheur des travailleurs, du syndicat. Le syndicat ne veut pas couler le gouvernement. Mais ils ne se sont pas bien compris. Je pense que les gens vont trouver le juste milieu et tout va bien se passer. Selon les termes du nouvel accord pour la reprise du dialogue, le gouvernement s'engage à rétablir les effets financiers des avancements des agents de l'État dans le projet budgétaire de 2018. Il s'engage aussi à payer le restant des frais de transport des fonctionnaires à partir de la même année et de consulter dorénavant les partenaires sociaux sur tous les sujets les concernant. Il faut beaucoup de calme dans ces choses et beaucoup de patience. Rien ne se fait en un jour. Et nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à dialoguer. Nous devons apprendre à nous comprendre mutuellement. Et les choses vont avancer. Nous ne sommes plus
à l'ère où la force doit prévaloir. Pour rappel, l'Union des syndicats du Tchad, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur ainsi que la Confédération libre des travailleurs du Tchad s'étaient retirés du dialogue en protestation contre le manque de volonté politique du gouvernement à respecter ses engagements sociaux. Touré Bangali, il y a tout juste 2 mois, Mohamed Adef a succédé à Abdelkarim Saïd Bosch au ministère du dialogue social. Quelle devrait être sa stratégie afin de ne pas reproduire la même erreur que Abdelkarim Saïd Bosch? Jamais fermer sa porte. Parce qu'on arrive à ce genre de situation lorsque le gouvernement ferme la porte. Le syndicat, dans n'importe quel pays du monde, est toujours disposé, même dans la rue, est disposé à discuter avec le gouvernement. Mais lorsqu'à un moment donné, le gouvernement ferme la porte, le syndicat est obligé de se replier sur, et n'ayant pas d'autre alternative, est obligé d'arrêter tout. Et après, je pense que le gros problème, c'est cette conséquence des crises économiques que traverse le pays. Aujourd'hui, le Tchad traverse une crise vraiment aiguë, vous le rappelez, à cause du pétrole et un certain nombre de faits de gouvernance dont le pays traverse. Ça fait que le gouvernement ne peut plus respecter ses engagements en termes d'augmentation de l'indice salarial ou d'autres accessoires de salaire ou d'avantages aux travailleurs. Or, lorsque le travailleur reste longtemps sans que son salaire n'évolue, est obligé de faire des manœuvres. C'est dommage qu'on arrive à une rupture, sinon normalement dans un pays, il ne doit jamais y avoir de rupture entre l'État et les partenaires sociaux. Ce n'est pas possible, c'est inimaginable même qu'il y ait rupture. À force. Après, c'est l'un des gros problèmes de l'Afrique. À un moment donné, le gouvernement se sent tellement invulnérable. Moi, j'ai entendu parfois des ministres dire aux syndicalistes « Attends, qu'est-ce qu'ils peuvent ? De toutes les façons, on va amener l'armée, on va amener des gens. S'ils ne veulent pas travailler, ils n'ont qu'à aller ailleurs. » Non. L'augmentation des salaires fait partie de la vie même de la nation. Daouda Tall, Touré Bangali vient de le rappeler tout à l'heure, vous avez souligné la situation économique que vit actuellement le Tchad, à savoir une politique de rigueur, des recettes qui ont baissé de 45% et ce déficit budgétaire de plus de 400 millions de dollars. Est-ce que l'État tchadien est à même de répondre, d'apporter des réponses concrètes à cette grogne sociale? Aujourd'hui, la preuve que non. Et d'ailleurs, c'est des décisions qu'avait prises, c'est de par des décisions qu'avait prises l'État tchadien que cette crise est apparue. Il y a un plan qui avait été signé avec le FMI et du coup... Ils ont instauré donc des mesures d'austérité. Exactement, des mesures d'austérité, comme on l'a entendu dans le reportage. Un certain nombre d'indemnités qui sont gelées pour les fonctionnaires, pour certains fonctionnaires dont les enseignants. Et donc c'est la preuve que non seulement l'État tchadien n'est pas capable aujourd'hui de répondre véritablement de manière durable. Bon, il y a peut-être, il y a un certain nombre de promesses qui sont faites sur le budget 2018, mais est-ce que ça va régler le problème? Je ne suis pas sûr, de manière durable. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, le Tchad est confronté à 2 situations qui sont quand même assez dramatiques. La baisse du cours du baril, la baisse continue, et puis le terrorisme de l'autre côté, avec des troupes qui sont engagées un peu partout, au Mali, etc. Donc je pense qu'il aurait fallu assainir les finances publiques bien avant, mais il faut aussi rappeler qu'il y a la masse salariale publique à augmenter à un moment donné. Donc il y a eu des recrutements plutôt massifs dans la fonction publique. Et vous savez, c'est le problème des États africains. Et ce n'est pas que le Tchad. C'est-à-dire que quand vous prenez la structure d'un budget pour un État africain, en général, vous observez que les dépenses de fonctionnement, d'une part, sont plus importantes que les dépenses d'investissement. Or, c'est les dépenses d'investissement qui créent de l'emploi. Et vous constaterez également que dans les dépenses de fonctionnement, ce qui est important surtout, ce qui est énorme, c'est la masse salariale publique, ce qu'on paye aux fonctionnaires. Alors si un État a un budget et consacre l'essentiel de son budget à payer des salaires de fonctionnaires, alors il faudrait que d'ailleurs leur mission soit efficace et pas... Un budget est réparti en deux grosses parties. Budget de fonctionnement, le budget d'investissement. Les salaires ne créent pas d'emplois. Bien entendu, c'est des emplois qui sont déjà là. Et donc le Tchad est aujourd'hui aussi
confrontés à ce type de problème. Sans avoir un supplément pour pouvoir investir dans le secteur productif, il n'y a pas d'emploi. Et aujourd'hui, on se retrouve, il n'y a pas de création d'emplois massive. Aujourd'hui, on se retrouve également avec des fonctionnaires dont les indemnités sont gelées. Je crois que ça va être difficile, mais moi, je ne vois pas de porte de sortie immédiate pour le Tchad aujourd'hui, malheureusement. Mais il faut continuer les efforts et ça payera un jour. Daouda, en vous entendant, on a l'impression que vous rejetez tout sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne représentent pas... non, je ne rejette rien sur les fonctionnaires. Je m'indigne qu'on ne paye pas les fonctionnaires. Non, les fonctionnaires ne représentent que même 2-3% de la population. Au contraire, je pense qu'il faut que le gouvernement travaille sur les recettes. Sinon, dans tous les budgets... Mais les recettes, c'était le pétrole et ça a baissé. Oui, je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce que les fonctionnaires réclament sont légitimes. Mais moi, je soutiens les fonctionnaires. Voilà. Attention. Il n'a pas délégitimé le... Oui, mais en disant... Je dis juste qu'il faut justement... Il ne représente même pas 5% de la population. Oui, mais la masse salariale. Il ne représente pas 5% de la population. Moi, je ne connais pas personnellement... la masse salariale budgétaire je ne connais pas le budget du Tchad. Oui. Mais à ma connaissance, si vous prenez n'importe quel budget, la masse salariale ne peut pas être un handicap pour un budget, parce que... Mais c'est le problème des États africains, justement. Attention, c'est ça le problème. Il y a des visiblement, oui, puisqu'ils ont quand même réduit des 50%. C'est là qu'ils vont intervenir. Justement, c'est là les gens ne comprennent pas. On rejette tout sur les fonctionnaires. Non, on ne rejette rien sur... Or, les fonctionnaires ne perçoivent pas, en réalité, quand vous prenez n'importe quel budget... Mais dans tous les cas, en cas de politique d'ajustement, c'est souvent les fonctionnaires qui payent. Vous savez pourquoi les fonctionnaires payent? Parce que la Banque mondiale et le Fonds monétaire les a tous considérés comme des variables ajustables. Mais justement, c'est ça le c'est ce qui n'est pas normal. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on accuse les fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'État ne doivent pas être... Là, il ne s'agit pas d'accuser les fonctionnaires. Ouais. Une précision, je vais faire juste une petite parenthèse. Moi, je pense que la demande des fonctionnaires, les demandes sont légitimes et l'augmentation des salaires sont légitimes. D'autant que le coût de la vie augmente. Est-ce qu'au regard de la situation actuelle, est-ce que le Tchad peut répondre à ces demandes légitimes pour reprendre... voilà. Est-ce que le Tchad est à même de... On ne va pas jouer aux techniciens, mais je pense qu'une négociation salariale se joue sur des barrières. Le gouvernement vient, expose le budget, expose l'évolution. Rien n'est caché en matière de négociation salariale. Non, attends. Tout est exposé. C'est pour ça que je vous ai dit au début que lorsqu'il y a rupture, le pays s'engouffre. Il ne doit jamais y avoir de rupture entre le gouvernement et les acteurs sociaux. Parce que si tout est sur la table, personne n'a parlé de... Je fais une parenthèse, ça va être très clair, s'il vous plaît. Allez-y, en fait, la petite parenthèse que je fais, c'est que moi, d'abord, bien entendu, je soutiens la cause des fonctionnaires parce que c'est des pères de famille, c'est des gens qui doivent nourrir leur famille, etc. On ne doit pas leur prendre un seul centime. D'autant plus que l'éducation, c'est le secteur le plus important, régalien le plus important. Donc, bien entendu, surtout que c'est des enseignants. Mais ce que je dis juste, c'est que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu un problème de gestion. Un problème de gestion, il y a eu de la corruption également. Et aussi la structure du budget. Quand vous regardez la structure du budget, les dépenses publiques vont davantage vers des salaires, vers des charges, tout ce qu'on peut appeler... le problème, c'est un problème de rationalisation de la dépense publique. Les charges des ministères aussi. Donc on n'achemine pas les fonds au bon endroit. Voilà. Il y a un dysfonctionnement dans C'est-à-dire que le budget d'investissement est faible au Tchad et dans la plupart des pays africains. Et c'est ce même budget d'investissement qui permet de créer des emplois, premièrement. Deuxièmement, d'engranger à la suite de cet investissement des recettes publiques budgétaires supplémentaires pour l'État, ce qui permettrait de faire des économies ou de mieux payer les salaires. Surtout, moi, je mets l'accent sur les recettes de l'État. Moi, je mettrais l'accent sur les recettes de l'État parce que... Mais les recettes, c'est l'investissement qui les amène. Non, c'est différent. Sinon, c'est l'aide publique. Non. L'investissement et vous savez, j'ai une petite vision sur ces domaines. En fait, les recettes de l'État, vous prenez l'exemple sur la douane, les impôts. Mais ça, c'est les affaires, c'est l'investissement. Allez-y, poursuivez, on va marquer l'investissement public concerne les infrastructures d'abord, qui peut permettre à créer des politiques de nivellement, qui peut embaucher les gens.
Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle les investissements productifs. Mais en matière de fonctionnement de l'État, tout repose d'abord à la capacité de l'État à gérer, à rentabiliser ses régies de recettes. Mais si une douane qui doit faire 10%, ou doit faire 10 milliards, ne fait que 5 ou 2 milliards, tout le monde sait que tout le monde paye l'impôt, la sécurisation des recettes peut permettre au pays déjà de fonctionner. Mais le gros problème du Tchad, tout le monde te dira, ce n'est pas que le Tchad en Afrique, c'est la volatilité des recettes de l'État. Moi, je peux te donner l'exemple sur la Guinée. On a mis un certain nombre de mécanismes. Au bout d'un certain temps, on a vu l'année dernière les impôts, par exemple, on était dans l'ordre de 10, je donne un exemple, 10 milliards. Quand ils ont mis des garde-fous, on est allé jusqu'à 60 milliards. C'est juste une question de rationalisation et de gabarit pour avoir plus de recettes. Et les dépenses de l'État, c'est pas que il ne faut pas faire croire que c'est les fonctionnaires. On donne beaucoup d'argent aux fonctionnaires. Je crois que sur ce plateau, personne n'a pointé les fonctionnaires du doigt. Hein, non, les dépenses publiques, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.